Arsenal, Arsenal, Arsenal. C'est terrible. Franchement, avec Arsenal, j'en suis presque à me dire qu'il y a quelque chose de limite karmatique. Que l'année des Invincibles, ils ont pris toute la réussite, toute la chance, tous les concours de circonstances dont un club a besoin pour réussir, et que depuis, ils paient un peu cette dette-là. Oui, bah ok, c'est irrationnel, mais c'est. Et peut-être que c'est une manière très émotionnelle de voir le foot, mais honnêtement, c'est un ressenti qui m'habite et qui me hante. Parce qu'avec Arsenal, moi j'ai souvent l'impression qu'ils perdent 2 fois. Ils perdent d'abord dans la tête et cette première défaite-là annonce souvent, la deuxième, celle qu'on voit sur le terrain. Parce que le dialogue interne devient négatif, quand la peur commence à prendre trop de place, tu joues plus avec la même clarté, tu ne joues plus avec la même lucidité et à partir de là, le football suit et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler. De ce que je crois voir dans cette équipe quand le match devient lourd, dans son comportement, dans son énergie, de ce qu'elle dégage quand le moment se tend. Et puis plus tard, j'aimerais aussi, poser une question plus inconfortable. Nous, en tant que supporters, en tant qu'amoureux d'Arsenal, est-ce qu'on aide toujours cette équipe à sortir de ça? Ou est-ce qu'on ajoute parfois un peu de poids sans le vouloir? Mais j'y reviendrai. Parce que d'abord, on va regarder le terrain. Parce qu'évidemment, on peut parler, du gardien, on peut parler des choix, on peut parler de la tactique, on peut parler d'un détail, d'un tournant, d'une erreur et cetera. Tout ça, ça compte, d'accord? Le faux débat, ce serait croire qu'Arsenal perd ce genre de match uniquement à cause d'un choix isolé. Comme si, tout se résumait à un nom sur une feuille. Comme si le problème tenait dans un seul détail. Moi, j'y crois pas personnellement. Le détail ne crée pas tout. Souvent, le détail révèle quelque chose de plus profond. Et ce que je ressens avec Arsenal, c'est ça. C'est que quand le contexte se tend, l'équipe ne dégage pas toujours une paix totale. C'est ça qui me frappe. Pas seulement la qualité de jeu, pas seulement le niveau technique, mais le calme. Ou plutôt le moment où ce calme commence à bouger. Parce qu'il y a des grandes équipes qui souffrent sans se déformer. Tu sens qu'elles peuvent être bousculées, mais qu'elles gardent une ligne intérieure. Qu'elles ne se trahissent pas quand le match devient sale. Et avec Arsenal, trop souvent, j'ai le sentiment inverse. Le match se complique, il y a quelque chose qui se trouble. Pas forcément un énorme effondrement, pas forcément quelque chose de spectaculaire. Non, parfois c'est plus sain. C'est une lecture de jeu un peu moins nette, une décision un peu moins libre, un geste un peu plus hésitant. Une équipe qui commence moins à imposer et un peu plus à subir intérieurement. Et c'est là pour moi qu'arrive la défaite dans la tête. Parce que à partir du moment où le dialogue intérieur se dégrade, le reste suit presque naturellement. Quand tu commences à avoir peur de mal faire, tu ne fais déjà plus les choses de la même manière. Quand tu commences à jouer avec le doute, tu ne choisis plus pareil. Quand tu commences à craindre le moment prend déjà le dessus sur toi. Et c'est pour ça que cette idée de perdre 2 fois me paraît si juste avec Arsenal. La première défaite est mentale. La deuxième, celle que tout le monde voit, n'est souvent que la conséquence. Dans ce cadre-là, le rôle du coach devient central, parce qu'un entraîneur, dans un grand match, ne transmet pas seulement une organisation, il transmet un climat, une sensation, une forme de sérénité, ou parfois même une part de trouble. Et je pense que c'est là qu'il faut regarder certaines décisions. Pas juste pour les juger en mode bonne ou mauvaise, mais pour comprendre ce qu'elles produisent autour. Le choix du gardien, par exemple. Honnêtement, il m'a laissé un malaise. Parce qu'il y a des choix qui rassurent un groupe, et il y a des choix qui, même s'ils peuvent se défendre, laissent quand même une interrogation, un léger doute, une légère instabilité. Et dans un grand rendez-vous comme ça compte. Dans une finale. Parce qu'avant même le premier ballon, un groupe ressent déjà le cadre dans lequel il entre. Il sent si tout paraît clair, il sent si tout semble tranquille, il semble si le bon lui transmet une conviction pleine. Et quand ce n'est pas totalement le cas, tu ne mets pas forcément ton équipe dans les conditions émotionnelles les plus simples. Je ne dis pas qu'un choix explique à lui seul une défaite. Ce serait trop facile. Je dis juste que dans les matchs comme ça, chaque signal compte. Et que le coach fait partie de ceux qui peuvent apaiser le groupe ou lui transmettre un peu de bruit. Et à très haut niveau, ça se paie cash. Parce que, on le sait tous, le football de haut niveau, c'est pas seulement le talent, c'est du talent sous pression. Et Arsenal, trop souvent, donne l'impression d'être une équipe brillante tant qu'elle reste dans sa fluidité, mais plus vulnérable dès qu'il faut traverser un moment de tension. Et c'est là que revient le mot butlers. Ce mot-là, c'est le mot que le club traîne, le mot que les adversaires adorent ressortir. Et le plus dangereux avec cette étiquette, ce n'est pas seulement qu'elle existe autour du club. Le plus dangereux, c'est le moment où elle commence à exister aussi à l'intérieur.
Pas forcément comme une phrase claire, pas forcément consciemment, mais comme une présence, sorte de poids, comme une peur de confirmer, comme une petite voix qui revient au mauvais moment. Et à partir de là, tu ne joues plus seulement un match. Tu joues aussi contre une image, contre une mémoire, contre une réputation, et ça, c'est épuisant. C'est pour ça que je ne crois pas que le problème d'Arsenal soit seulement un problème de niveau. Je pense que c'est un problème de rapport au moment, de rapport à la pression, de rapport à l'enjeu, de rapport à sa propre histoire récente. Et là, je me pose une autre question. Nous, autour d'Arsenal, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que l'adversité sera toujours là, les moqueries sont toujours là, les étiquettes seront toujours là. Mais nous, est-ce qu'on doit reprendre ces mots-là à notre propre compte? Est-ce qu'on doit ajouter notre propre tension à une équipe qui en porte beaucoup déjà? Je pose vraiment la question. Parce que soutenir un club, ce n'est pas seulement être dans les tribunes, regarder les matchs ou acheter les maillots. Oui, ça c'est une part de la fidélité, bien entendu, mais c'est pas tout. Il y a aussi de l'atmosphère qu'on crée autour du club. Et si notre frustration se transforme en colère permanente, si notre exigence se transforme en environnement toxique, si nos mots finissent par emmener l'équipe dans ce qu'on voudrait justement l'avoir dépassé, alors il y a peut-être quelque chose à repenser dans notre manière de soutenir. Pas pour nier les blocages, mais pour ne pas transformer chaque fragilité en condamnation définitive. Parce que soutenir au fond, ce n'est pas simplement constater les failles, c'est aussi éviter de les transformer en identité. Et ça, c'est la vraie bataille d'Arsenal. Pas seulement mieux jouer, pas seulement mieux choisir, pas seulement mieux gérer un match, mais sortir de ce rapport empoisonné au moment. Sortir de cette sensation que dès que la pression monte, quelque chose se fissure. Parce que Arsenal a la qualité. Arsenal a les joueurs, Arsenal a les idées. Mais une grande équipe, c'est pas seulement une équipe qui sait jouer, c'est une équipe qui, quand le moment devient lourd, reste entière. Et aujourd'hui, c'est encore là que le doute existe. Alors oui, pour moi, Arsenal perd souvent deux fois. Une première fois dans la tête et une deuxième fois sur le terrain. Et tant que cette première défaite-là ne sera pas mieux comprise, mieux traitée, mieux entourée, la deuxième continuera de revenir.